Les amis, content de vous retrouver comme d'habitude et une fois n'est pas coutume, eh bien je ne suis pas seul, je suis avec le monsieur qui apparaît sur votre écran à droite de la chaîne Impacteur Actu et comme je sais recevoir mes invités, eh bien j'aimerais t'offrir un cadeau. Est-ce que tu es prêt? Oui, C'est la période de Noël, donc sur cette chaîne on fait des cadeaux. C'est parti. Some burger, some peanut butter. Think it's better. Whip it up the bitter. Can I get some turkey? I need more protein. Can I get some whiskey? A cool drink of some taste. Baby, I'm still hungry since this morning. I know cheese and baguettes. I like fried chicken, not a live chicken. I prefer. Fried chicken. Oh, excusez-moi, je pensais que ça jouait encore. Est-ce que tu as reconnu le monsieur sur cette vidéo? non. Trump? Non? Ça pourrait être le nouveau Trump français, mais non, c'est Xavier Bertrand. C'est pas vrai. Eh oui, c'est bien lui, regarde, je vais te montrer, tu vas le reconnaître. Alors, c'est pas ce charmant monsieur ici, Non, c'est le petit. mais c'est lui. Il Ah est oui, là. OK. Ah, il est beau, hein. Xavier Bertrand, j'y crois, tu sais qu'il va se présenter aux prochaines élections et pour moi, c'est le nouveau Trump français. Je veux dire, moi, j'y crois fort. Il a pas envie de faire l'union des droites parce qu'il sait que, faire l'union des droites, pour son parti, ça serait, se mettre derrière Marine Le Pen. Il a dit que Nicolas Sarkozy cette semaine, en écrivant dans son livre, Le journal d'un prisonnier, qu'il fallait faire l'union des droites parce que Sarkozy veut se rapprocher du Rassemblement national parce qu'il sait qu'il a, un parti, je crois, Les Républicains, qui est en berne et qui n'a plus d'électeurs. Sarkozy veut faire cette union des droites, mais Xavier Bertrand a dit que c'était une erreur et que voilà quoi, qu'il fallait que la droite reste unie et il sait que ce qui reste de la droite ne fera pas grand-chose, mais en tout cas, tu connais les anciens ministres, les hommes politiques ont tellement d'ego que même s'il faut couler, ils préfèrent couler tout en restant au devant de la scène. Je ne sais pas s'il va couler ou pas. En tout cas, il prépare les burgers pour ses électeurs. Et comme je disais, moi, j'y crois. D'accord? Moi, je me dis, on a élu Hollande, donc on peut bien élire Bertrand, l'homme qui a le charisme d'une huître. Je veux dire, tu vois, une huître qui est décédée depuis 3 semaines, qui s'est échouée sur la plage, qui a séché au soleil. Eh bien, écoute, Hollande, c'était Flamby. Donc, je dirais que comment il s'appelle déjà? Il est tellement insignifiant que je l'oublie. Xavier Xavier Bertrand. Bertrand, avec son charisme tout simplement inexistant, peut faire sensation parce qu'apparemment les Français aiment ce genre de personnes. Donc, maintenant, trêve de plaisanterie, on va passer au sujet du jour. Alors, je pense que vous l'avez deviné parce qu'ici, vous voyez, il y a une petite allusion au sujet du jour qui est les marchés de Noël qui seraient apparemment pour France Info nazi. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette actualité, mais Oui. on va écouter une vidéo d'une minute, hein, c'est très court. C'est parti, je lance la vidéo de suite. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche. C'est à Vienne, en 1294, qu'on trouve les plus anciennes traces d'un marché de Noël, mais rapidement, ces foires vont se multiplier dans le monde germanophone. C'est pendant la révolution industrielle que ces marchés vont véritablement se multiplier, les classes populaires commencent à les fréquenter, et en réaction, les élites décident de reléguer ces marchés de Noël en périphérie des villes. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. À cette époque, la crise économique fait rage pour les nazis. Les marchés de Noël permettront alors de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Ils décident alors de réimplanter les marchés de Noël dans les centres-villes. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi avec le boom économique des années 60-70. Elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le deuxième pays avec le plus de marchés de Noël. Et voilà, les amis, tout est possible en France et ce reportage, c'est Antoine Milan Depuy qui le réalise pour France Info. Alors, qu'en as-tu à dire? C'est très intéressant. Je ne sais pas si tu te rappelles de comment ce reportage a commencé. Il a commencé avec nos chers marchés de Noël. C'est-à-dire que ce journaliste que tu as cité estime que les marchés de Noël sont chers à son cœur. Mais c'est un menteur.
C'est-à-dire que je ne pense pas. Toi, tu étais chrétien. Est-ce que tu estimerais que tu peux assumer un reportage sur les marchés de Noël en les liant au nazisme? Est-ce que tu aurais diffusé sur ta chaîne ou en tant que rédacteur de France Info, est-ce que tu aurais diffusé un reportage qui lie marché de Noël, christianisme et nazi? Non, je t'avoue que je n'aurais pas osé et voire même je n'y aurais pas songé. Oui, mais lui, il y songe et lui, il le diffuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est lié à une autre nation que la France. Je rappelle que la France est une nation chrétienne et lorsque tu as un journaliste franco-israélien qui a été dans une université en Israël, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il va diffuser ce type de reportage. La nationalité du rédacteur, l'idéologie du rédacteur est très importante. Quand vous allez sur YouTube, lorsque vous allez sur une chaîne d'une personne de gauche, vous savez que vous allez avoir une idéologie de gauche. Vous savez que les sujets ne vont pas être pris au hasard et que les personnes qui sont de gauche ou de droite ne vont pas sur leur chaîne YouTube parler des sujets qui les mettent mal à l'aise. Ils vont parler de sujets pour se promouvoir, pour mettre en avant leur idéologie, pour essayer de convaincre les gens. Et donc là, tout simplement, ce reportage est fait pour convaincre les Français que le marché de Noël, c'est un truc de nazi, mais pour aller même plus loin, que le christianisme est peut-être une religion de nazis. Je suis désolé, mais je ne suis pas en train d'extrapoler. Il y a un moment, il faut se poser les vraies questions. Quel est l'objectif de ce journaliste lorsqu'il fait ce reportage? D'ailleurs, lorsque tu fais un reportage et que tu l'envoies surtout sur France Info et sur France Télévisions, qui est une chaîne publique nationale, normalement, tu l'assumes. C'est-à-dire que tu l'as vu, tu l'as revu, tu l'as analysé, tu l'as proposé à beaucoup de personnes et au final, tu peux l'envoyer aux Français. Tu peux aller chercher sur, enfin, je te dis pas de le faire, mais les gens peuvent aller chercher sur France Télévisions et vous verrez que ce reportage a été enlevé. Pourquoi est-ce qu'il a été enlevé? C'est un documentaire, c'est censé nous donner un point de vue historique, c'est censé nous cultiver. France Télévisions n'est pas McDonald's ou n'est pas une entreprise privée qui doit faire attention au bad buzz. Normalement, ils doivent nous cultiver, ils doivent nous informer, peu importe le sujet et peu importe l'avis des gens. Mais là, ils l'ont enlevé parce qu'ils savent très bien qu'ils font de la propagande, ils savent très bien qu'ils ont une image à assumer et cette image doit être la meilleure pour pouvoir justement nous rentrer dans le cerveau le plus possible. Tu m'interromps quand tu veux parce que j'ai tellement à dire sur ce sujet que je pense que je peux ne pas m'arrêter. Et donc, pas. Et donc la personne... Et donc la personne qui a donné le nom et le prénom de cette personne qui a fait ce reportage, le nom et prénom est vrai. Vous pouvez aller vérifier sur LinkedIn. Ensuite, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on a parlé pas des marchés de Noël, des crèches de Noël. Donc on a parlé des crèches de Noël avec Ruth Elkrief, dont je rappelle que l'un des parents est rabbin. Qui nous explique que les crèches de Noël ne sont plus le problème. Ensuite, on parle aujourd'hui de France Télévisions qui nous disent que les marchés de Noël sont en lien avec le nazisme. France Info, c'est pareil. Hein. C'est France Info, mais c'est pareil. C'est pareil. Et France Info, c'est tenu par qui? C'est tenu par Nathalie Saint-Cric. C'est la directrice nationale de l'édition. Par conséquent, c'est elle qui valide ou non les reportages, la ligne éditoriale, le programme. Et je te laisse nous montrer la vidéo de Nathalie Saint-Cric qui est apparue dans une réunion du CRIF. Le CRIF n'est pas un service public. Le CRIF, c'est un service communautaire. C'est une réunion de juifs communautaires. Donc, en fait, là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est qu'en regardant cette vidéo de Nathalie Saint-Cric qui discute au CRIF, je vous propose d'essayer d'imaginer qu'elle est en train de discuter devant une réunion communautaire de musulmans. Merci de m'avoir, non pas choisi, mais de m'avoir proposé de venir ici avec vous, parce que de toute façon, j'y aurais été en pensée, en parole, peut-être pas en chair. Donc, elle y aurait été en pensée, en parole, enfin, ça lui tient à cœur apparemment, cette réunion communautaire. Surtout en chair. Je n'exclus pas la possibilité d'être obligé de partir tout d'un coup à cause du gouvernement. Je crois qu'il y a certaines personnes dans la salle qui comprendront. Donc là, il y a un private joke, une blague privée. Donc en gros, cette réunion communautaire est censée avoir compris quelque chose sur le gouvernement français. Donc les Juifs de France qui sont dans cette réunion, qui ne représentent que eux, sont censés avoir une blague privée sur le gouvernement français. Donc déjà là, on voit le deuxième problème. Mais je voulais être là de toute façon même pour lancer le début. Je voulais quand même savoir du côté de mes deux amis, est-ce que vous vous doutiez
quand vous avez appris, quand vous avez vu les conséquences que ça aurait et pour les Français. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de fracture française. Je ne sais pas si c'est le terme qui est employé. Et pour vous, et pour le monde des idées, cette espèce de retournement qui fait qu'on a parlé du 7 octobre le 7 et que dès le 8-9, on parlait d'autre chose. Enfin, assez vite d'autre chose. Avec aussi la nécessité, puisque vous parlez dans un monde de communication, qui on peut le déplorer, on peut le trouver souhaitable, on s'en fiche. Donc là, elle a dit tout de suite qu'elle trouvait qu'on n'avait pas assez parlé du 7 octobre. Ça, déjà, c'est assez drôle parce que pendant 3 ans, on pouvait répéter sur tous les plateaux qu'il y avait 40, 50, 60, 70 000 morts palestiniens. Personne ne calculait ça et l'argument ultime, c'était toujours le 7 octobre. Donc, c'est ça qui est aussi assez drôle. Qu'il y ait du côté d'Israël une espèce de, comment dire, ou un renoncement ou une inaptitude à comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on parle à des gens qui ne savent pas, forcément qui ne comprennent pas l'histoire ou qui ont décidé de ne pas le comprendre. Donc là, toujours la même, comment dire, le même discours. En fait, vous êtes des gogoles. C'est-à-dire que lorsqu'on vous explique que le marché de Noël est nazi, si vous pensez que c'est chrétien, ben vous êtes des cons. Lorsqu'on vous explique que Israël est dans son droit de génocider un peuple, bon bah si vous comprenez pas, c'est que vous connaissez pas l'histoire. Toujours en fait ce concept un peu hautain où on parle à des débiles, quoi. Non, c'est un point de vue purement personnel. Mais on avait dit qu'on arrêtait. Laisse les mots de la fin, on avait dit qu'on arrêtait. Est-ce que j'ai raté le gouvernement, autant qu'on va faire une minute de plus. Vous voulez? Non? J'ai pas compris ta question. Alors, je dois être vraiment confuse. Mais est-ce que ça ne vient pas en partie aussi d'un refus ou d'une inaptitude du gouvernement israélien à communiquer, à essayer de savoir l'impact que peut avoir, ou alors c'est plus leur problème? Je ne dis pas pour faire de la propagande, je dis simplement pour comprendre que ça peut avoir un impact sur les opinions. Donc là, Nathalie Saint-Crif explique que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dont je rappelle qu'il est un criminel de guerre, ce gouvernement-là doit faire de la propagande, expliquer aux gens expliquer des choses aux gens pour qu'ils comprennent et pour qu'ils soutiennent Israël. Donc c'est ça qu'elle explique en fait. Un gouvernement qui a été Benjamin Netanyahou qui a été reconnu comme criminel de guerre, un gouvernement israélien qui est de plus en plus selon l'ONU qui est de plus en plus certifié qu'ils ont fait un génocide. Donc là vous avez la directrice des rédactions nationales de France Télévisions qui explique que Netanyahou aurait dû mieux expliquer, que les gens sont des cons à ne pas comprendre l'histoire, etc., etc. Et donc, moi, c'est ça qui me rend dingue avec ces histoires de marché de Noël ou ces histoires de crèche de Noël, c'est que on sait très bien, et tu le sais mieux que moi, Sébastien, que dans l'image des Français, ce qui va être, c'est que on est une nation où il y a un grand remplacement par des musulmans qui nous imposent leur manière de vivre. Sauf que bizarrement, dans les médias, lorsqu'on parle de crèche de Noël ou de marché de Noël, c'est des documentaires, c'est des prises de parole faites par des personnes qui sont franco-israéliennes. Et ces personnes-là expliquent ce qu'est le christianisme, expliquent que les musulmans sont antisémites, comme on a vu la dernière fois avec cette vidéo de Nathalie Saint-Crif. Et je me demande pourquoi ils veulent lier en fait le christianisme au nazisme. Aucun chrétien n'aurait pu assumer d'envoyer un documentaire pareil. Il y a une bonne chaîne qui parle de christianisme sur YouTube qui s'appelle KTO. Je ne sais pas si tu connais. Ils font des très bons documentaires. Ils parlent d'histoire. C'est très intéressant. Mais eux n'auraient pas fait ce lien entre christianisme et nazisme. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que tu as des gens hautains qui t'expliquent la vie et qui montent les Français contre une communauté, alors que c'est eux qui sont à la base de toutes les décisions. Oui, bah écoute, je t'écoute. Je t'avoue que c'est un sujet que je ne connais pas trop. Tu sais que tu es plus au courant des faits géopolitiques que je ne le suis. Mais moi, je vais vous parler de ce que ça me fait en tant que Français de voir que l'on s'attaque également à nos marchés de Noël. Pourquoi je dis également? Parce que j'ai l'impression que les gauchistes, alors moi, tu vois, pour moi, à mes yeux, ce sont tous des gauchistes qui font du mal à ce pays, détruisent tout ce que l'on a construit, toutes nos valeurs, etc. Vous savez, Noël, pour moi, c'est le seul moment de l'année où il y a un peu de magie dans l'air. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on fait autant de films et de chansons sur Noël. Pourquoi? Parce que ça dégage une atmosphère particulière, quelque chose que l'on ne retrouve pas le reste de l'année.
Souvenez-vous du regard émerveillé que vous aviez étant enfant. Si vous êtes parent, vous voyez ce même regard dans les yeux de votre enfant. Et ça, même les gauchias veulent nous le supprimer, car ce sont eux qui s'attaquent à notre histoire en changeant les passages qui ne leur conviennent pas, ce que l'on appelle le wokisme, hein, en déboulonnant des statuts. Ce sont eux qui veulent réécrire les films, des dessins animés, des romans. Ils s'attaquent à nos traditions, à nos valeurs et à notre mode de vie. Et je ne les supporte plus, pour tout te dire. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de milliers de Français. On le voit dans les sondages au fur et à mesure, on les voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a un ras-le-bol de cette réécriture de l'histoire, des traditions, de ce que l'on a été, de ce que l'on a aimé. Voilà, moi, si tu veux, ça me touche de cette manière. Est-ce que toi aussi, ça te touche de cette manière, ou est-ce que c'est plus, si tu veux, le côté politique, indicible qui te dérange, si tu comprends Moi, ma question? le côté politique me dérange bien sûr parce que, comment dire, parce que c'est de la manipulation pure et purement et simplement. Mais à côté de ça, il faut aussi ajouter, je pense, que le christianisme est une religion. Et moi qui suis croyant, je me placerai toujours d'un point de vue, comment dire, logique, du côté religieux. Pourquoi? Parce que je pense que le religieux s'oppose en quelque sorte au progressisme. Lorsque on parle des personnes qui sont religieuses, il y a un certain conservatisme. C'est-à-dire que c'est des personnes conservatrices. Pourquoi? Parce qu'elles savent que demain peut toujours être pire qu'aujourd'hui. Elles savent que tu peux mourir du jour au lendemain et par conséquent, tu dois faire attention à ce que tu laisses comme image dans ce monde et par conséquent, de se rapprocher de sa famille, de créer des liens, de pouvoir avoir des moments de partage, de pouvoir commémorer certaines journées de fête est bien plus intéressant que de penser qu'on peut toujours évoluer, toujours changer la société, toujours aller de l'avant en pensant qu'on sera éternel. Et malheureusement, le gauchisme, le progressisme, parfois peut t'emmener vers des sociétés où tu passes au transhumanisme, où tu essayes de faire en sorte que les êtres humains aient une puce dans la tête, qu'on soit toujours en progression constante, que justement on essaye de changer ce monde, que rien ne compte. Et moi, je suis plutôt, je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est la religion, mais je suis plutôt du côté du fait que le pire peut toujours advenir et qu'il faudrait peut-être à un moment être heureux de ce qu'on a, célébrer ce qu'on peut avoir, une famille, des amis, des moments de partage. Et donc, je serai toujours un peu contre ces personnes-là qui veulent déraciner la population française. La déraciner peut-être parce qu'eux sont d'une autre religion et ne veulent plus voir de christianisme, mais peut-être aussi parce qu'ils ont des objectifs politiques, des objectifs matérialistes, et déraciner une population est la meilleure façon de les contrôler. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Et tu as parlé de célébration. Moi, tu sais, je voulais te dire que Noël, c'est vraiment le seul moment de l'année où je suis sûr de voir tous les membres de ma famille, sans exception. S'il y a bien un moment dans l'année où j'en suis sûr, c'est pour Noël. Parfois, il se peut qu'on se retrouve malheureusement pour un enterrement ou pour un baptême, comme c'était le cas en septembre. Mais c'est beaucoup moins sûr que Noël. Par contre, Noël, on prend 2, 3 jours tous ensemble et on célèbre ça. Et tu sens qu'il y a une atmosphère portée par, je suis désolé, hein, et vous allez voir que je vais argumenter mes faits, par ces gauchistes, ces gauchias, comme je les appelle, qui nous rendent la vie impossible. Vous savez, cette atmosphère de tout renier, tout réécrire, tout cancel, tout effacer. Alors, vous allez dire, d'accord, tu t'acharnes sur les gauchistes, mais oui, je m'acharne sur les gauchistes à raison, parce que ce sont eux qui, dans des villes comme par exemple à Nantes et ailleurs, ne veulent plus utiliser les mots Noël. Je ne te parle même plus de la crèche. Ça, c'est de l'histoire ancienne, d'accord? On ne veut plus de crèche, alors qu'avant, ça ne dérangeait absolument personne. D'un coup, on s'est dit non, il ne faut plus de crèche. Apparemment, ce serait peut-être nazi également. Donc, je te signale que dans une ville comme Nantes, on ne dit plus joyeux Noël, mais on se souhaite un joyeux hiver ou un voyage d'hiver. Bref, ça, c'est absolument n'importe quoi. Et donc, pourquoi je tape autant sur les gauchistes et pourquoi je dis que
les gauchistes sont responsables de ces faits? Eh bien, tout simplement parce que ce soit Radio France ou que ce soit France Télévisions, on voit que des études diverses et variées montrent que les matinales de Radio France penchent à gauche. Vous voyez, donc c'est une étude qui a été faite par un organisme indépendant. Et de toute façon, comme je te l'avais déjà dit une fois, je n'ai pas besoin de ces études pour deviner le côté idéologique de ces journalistes. Et je te propose, pour faire la transition avec notre deuxième sujet du jour, qui est donc France Télévisions et les sommes exorbitantes dépensées par celle-ci, avec l'argent de vos impôts, ne l'oublie jamais. Je te propose donc de faire cette transition, tu vas voir, c'est extraordinaire. Le budget de France Info TV a été doublé. Il est passé de 14 à 28 millions d'euros officiellement, même si nombre d'ailleurs de chaînes d'information en continu, de LCI à CNews à BFM TV, me disent en off que pour fonctionner, une chaîne d'info en continu a besoin à minima de 70 à 80 millions d'euros. L'absence de comptabilité analytique fait peser un doute sur le coût réel de France Info TV. On voit notamment ce matin, j'ai reçu nombre de signalements de téléspectateurs, que France Info a publié sur ses réseaux sociaux un reportage intitulé « Les nazis ont-ils créé les marchés de Noël ?» J'ai regardé moi-même ce reportage, il dure 2 minutes. Et en 2 minutes, eh bien, on a une sorte d'association qui explique que si la France est l'un des pays qui promeut le plus les marchés de Noël, c'est en partie par une affiliation un peu lointaine avec Adolf Hitler et les nazis qui ont promu les premiers les marchés de Noël. Des entorses comme ça qui choquent nombre et des millions de Français, il y en a eu plusieurs. J'interpelle votre attention sur le sujet car elle date d'aujourd'hui. Je voudrais simplement une réponse rapide sur le sujet. Quel est le coût véritable aujourd'hui de France Info TV ? Sachant que les audiences peinent à décoller, elles restent inférieures à 1%, que vous l'avez lancé il y a quasiment 10 ans, 8 ans pour être exact. Est-ce que vous continuerez à financer à perte France Info TV alors que les audiences peinent à décoller? Vous faites référence, je l'indique, à un reportage de France Info qui a été publié ce matin, diffusé ce matin je crois, ou hier, et qui explique, et je cite l'intégralité de ce reportage, qui se pose la question de savoir si les nazis ont réhabilité les marchés de Noël en indiquant que les marchés de Noël étaient remis au goût du jour dans les années 30 et que la tradition existait depuis le XIIIe siècle dans le monde germanophone. Et c'est un reportage que chacun pourra regarder qui revient sur l'histoire de ces foires et de ces marchés de Noël. Je le précise parce qu'il faut que tout le monde ait ici le même niveau d'information, ce qui ne vous empêche pas, Madame la Présidente, de répondre à la question du rapporteur. Il a le droit de s'émouvoir de ce reportage et vous avez le droit de vous en justifier. Je rappelle, vous faites référence, monsieur le rapporteur, à des gens qui s'émeuvent et je l'entends tout à fait. De France et nous Télévisions. aussi, nous avons des téléspectateurs qui peuvent nous contacter. Et je le rappelle d'ailleurs que les téléspectateurs qui nous contactent ou qui saisissent, qui l'ARCOM, qui le CHIPIP, toutes les demandes sont instruites. Je voudrais quand même pas laisser dire, vous avez rappelé, monsieur le Président, que cette audition était publique. Je voudrais quand même pas vous laisser dire, monsieur le rapporteur, sous couvert d'une question, des choses qui ne sont pas exactes. Je voudrais rappeler que l'autorité qui peut éventuellement, et qui l'a déjà fait d'ailleurs, et je reviendrai peut-être sur ce cas particulier, sanctionner France Télévisions, c'est l'ARCOM. Je rappellerai que l'ARCOM effectivement, peut nous faire des mises en garde, des rappels, etc., mais n'a jamais sanctionné France Télévisions pour malhonnêteté de l'information ou pour des manquements qui seraient extrêmement graves. Par ailleurs, je n'ai pas vu ce reportage dont vous parlez. Vous savez que France Info est une construction commune, donc il faut déjà qu'on regarde si ce reportage a été fait par les équipes de Radio France ou par les équipes de France Télévisions. Vous savez que c'est une œuvre commune entre France Télévisions et Radio France. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que sur France Info, comme sur n'importe quelle autre chaîne, il y a des choses complètement scandaleuses qui passent. Si tel était le cas, l'ARCOM aurait été saisi, l'ARCOM aurait sanctionné. La seule sanction que l'ARCOM a délivrée depuis que je suis présidente de France Télévisions, c'est pour une séquence problématique qui s'est passée, je pense que c'est important que la représentation nationale et que tout le monde le sache, une séquence problématique qui s'est passée dans la nuit de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Voilà. Parce que dans cette nuit
sombre et très difficile. Nous avons diffusé à 1h37 du matin l'interview d'un homme qui était auprès du corps sans vie de sa femme, recouvert d'un drap blanc, et que l'Arcom, et à mon avis a raison, a considéré que nous n'avions pas à le faire. D'ailleurs, nous l'avons nous-mêmes retiré. Bon, voilà, je pense que ça suffit. Donc, écoute, pour elle, elle n'était pas au courant. Tout va bien apparemment. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur ce sujet des marchés de Noël qui seraient donc nazis? Non, Sachant mais qu'apparemment, France Télévisions n'assume pas ce qu'ils ont dit, puisque comme tu l'as dit plus tôt, ils ont retiré leur reportage. Donc, non, ils n'assument pas leur reportage, mais après, comment est-ce que tu peux prouver ce que dit le député ou le rapporteur de la commission lorsqu'il lui dit pourquoi est-ce que vous faites un lien entre le nazisme et les marchés de Noël? Elle lui dit non, mais je ne vois pas de quel lien vous parlez. En plus de ça, on n'a jamais été puni. On n'a jamais été puni par l'Arcom. puni par l'Arcom, voilà. Oui, L'Arcom, mais c'est les copains. Hein. Ouais. Comment? L'Arcom, c'est les copains. Hein. L'Arcom, c'est je crois que le président de l'Arcom est Oui, désigné par le c'est chef le de même l'État. groupe, c'est la même sensibilité. Donc, Une des personnes qui était à l'Arcom, c'est Christine Kelly. Mais Christine Kelly, je vous rappelle, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est sur Europe 1, qu'elle est d'extrême droite et qu'elle a des accointances avec Éric Zemmour, etc. Mais c'est parce qu'elle a fait son beurre. C'est-à-dire qu'elle a fait une émission sur iTélé avec Éric Zemmour qui a explosé. Avant ça, elle était chez Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, eux, ont pris des millions d'euros d'amende par l'Arcom. Et donc, en fait, lorsque une personne arrive à se détacher, à se détacher de l'Arcom, à pouvoir se détacher de l'idéologie globale, de l'idéologie des leaders, là, cette personne-là peut prendre sa liberté et peut prendre ses propres décisions. Mais l'Arcom, ce n'est pas des gens libres, c'est des gens qui sont payés, je sais pas s'ils sont payés par l'État, mais je sais qu'ils sont au minimum désignés par l'État. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient payés par l'État. Ça ne m'étonnerait pas que en coulisses, il y ait des discussions pour ne pas punir France Télévisions, parce que punir France Télévisions, ce n'est pas seulement leur donner des amendes. Parce qu'en fait, quand tu donnes une amende à France Télévisions, de toute façon, ce n'est pas eux qui payent, c'est le contribuable. Mais au-delà de ça, c'est donner une mauvaise image à la France. La chaîne française, la chaîne publique française d'information a été sanctionnée par l'Arcom. C'est d'ailleurs, pour faire un parallèle, Nicolas Sarkozy a donné une image catastrophique à la France parce que justement un président de la République française est allé en prison. Donc en fait, l'image de la France, il doit y avoir de la justice qui doit être mise en place de manière interne à la France, mais par contre, ces dirigeants-là pensent aussi à l'image externe, à l'image à l'international. Et donc c'est pour ça qu'elle ment lorsqu'elle dit déjà de toute façon il ne faut pas oublier que ces commissions-là avec ces rapporteurs qui posent ces questions ne sont pas des cours de justice. C'est-à-dire qu'ils vont lui poser toutes les questions, elle répond si elle a envie de répondre, et à la fin, il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que durant cette commission, vous allez pouvoir entendre un rapporteur expliquant à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, lui expliquant oui, non, mais c'est pas normal, vous payez une chambre d'hôtel à 1 700 € par jour, c'est pas normal, vous perdez des millions d'euros, c'est pas normal, pendant le Covid, vous avez enfreint la loi en organisant des fêtes. Il va lui dire des dingueries. Et vous, dans votre tête, vous allez vous dire « Ah, mais attends, c'est super, là, il est en train de la juger, elle va être punie, etc. » Non, pas du tout. Elle ne va pas être punie. C'est une sorte de jugement public qui n'aura aucune conséquence, mais qui aura comme objectif de justement assouvir en fait les besoins de justice du peuple, mais de manière mentale, de manière psychologique, de manière… sans aucune conséquence. C'est ça. Ce sont des conséquences verbales, mais aucune conséquence ni financière, ni physique. Hein, elle n'ira pas en prison. Non, tout va bien. C'est notre argent qu'elle gaspille. Et regarde, je vais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. C'est ces fameux, c'est incroyable, hein, 1 700 € la nuit, les amis, pour des chambres d'hôtel. On va écouter l'explication de cette dame sur cette affaire. Morale pour une dirigeante d'une entreprise publique, dépositaire d'une mission de service public, de disposer de suites à 1 700 € la nuit pendant 10 jours à Cannes. Est-ce que c'est moral? Alors, je voudrais quand même vous dire, monsieur le rapporteur et messieurs et mesdames les députés, qu'à Cannes, nous travaillons.
pendant 10 jours, incluant le week-end d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de rencontres. Ça a été le lieu de pas mal de conclusions d'accords, et notamment d'accords sur le cinéma. Le CNC est présent et organise beaucoup de... Bon, en fait, attendez, je vais faire un petit résumé parce que sa voix nous endort. Quand elle dit « nous travaillons », pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Bien, pour justifier ses dépenses. Parce que lorsque vous avez des dépenses dans le cadre de votre travail, vous pouvez les faire passer en dépenses d'entreprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais évidemment que tu vas à Cannes pour travailler, mais est-ce que tu es obligé de payer des chambres d'hôtel à 1 700 € la nuit? Évidemment que non. Mais pourquoi tu le fais? Parce que c'est pas ton argent. C'est aussi simple que Également, la ça. ministre est présente, certains députés aussi, il m'est arrivé d'en voir certains d'entre vous pendant une période courte, certes, mais présents également. C'est un lieu de rendez-vous de la profession. On défend nos films, on achète des films, c'est un lieu de travail. Alors je sais très bien que pour le grand public, Cannes, c'est les paillettes, c'est la montée des marches, c'est tout ça. Mais pour nous, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de rendez-vous professionnel. Alors, j'ai conscience que les prix du Majestic sont totalement prohibitifs. Ils sont d'ailleurs pas du tout accessibles à qui que ce soit au sein de France Télévisions, pas plus à moi qu'à quiconque. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé une autre manière de régler cela. Je suis pas sûre d'ailleurs que ça soit beaucoup moins cher au Gré d'Albion, un peu, mais pas beaucoup. Ça reste complètement, de toute façon, complètement en dehors des clous par... Attends, elle est à 2 doigts de nous dire qu'il n'y a pas d'hôtel moins cher que le Majestic et l'autre. Mais à Cannes, Cannes, c'est très cher pendant le festival. Oui, d'accord. Mais si tu veux trouver des hôtels moins chers, je suppose que tu trouves des hôtels moins Ça chers. Ça m'étonnerait pas que les hôtels, à cette période de l'année, commencent à 500 balles la nuit. Ouais. Et moi, tu sais, ce qui m'étonnerait pas, c'est que ils ne regardent pas leurs dépenses, tout simplement parce que ce n'est pas leur argent. Mais Ouais. je sais pas si tu l'entends, mais elle est, comment dire, à 2 doigts de nous faire pleurer, hein. Sauf que ça Ouais. marche pas parce que c'est tout simplement inacceptable. Par rapport aux tarifs qu'on s'applique à France La main sur le Télévisions, cœur, je rappelle évidemment, hein. on a on ne doit pas dépasser certaines sommes, on voyage tous en seconde, voilà, enfin, on a bien sûr, on s'applique à tous et à moi en premier, ce qui est normal, hein, par ailleurs. Donc, voilà, Cannes, c'est du travail pour nous. On y est présent. Alors, en général, on n'y reste pas forcément 10 jours. D'ailleurs, les chambres tournent. On essaie de se relayer pour justement éviter d'augmenter. Allez, vas-y, bois un verre d'eau et surtout, tais-toi. Moi, je vais dire quelque chose avant de te laisser la parole, Walid. C'est cette faculté qu'ont les gauchistes à se larmoyer en disant que non, évidemment, que ces prix d'hôtel, c'est tout simplement inaccessible pour les gens de France Télévisions, mais aussi pour comment dire, le français moyen. Ils ont quand même, c'est vrai, ce côté artistique, ce côté, on va dire, commedia dell'arte, te ferait presque pleurer. Sauf que, est-ce que tu connais le salaire annuel de cette dame? 350. 322. 322. Et est-ce que tu sais qu'elle va recevoir une prime de performance, donc une prime de performance pour je ne sais quoi, de 78 000 €. Et ce sont ces gens, et c'est pour ça que j'ai vraiment de la haine contre eux, qui te font la leçon chaque jour. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Une réflexion? Oui, De ta donc part? c'est important ce que tu dis parce que lorsque tu rappelles son salaire, tu rappelles donc qu'elle a menti. Parce que si elle touche 320 000 plus 70 000, on arrive à 400 000 €. Tu divises 400 000 par 365 jours dans l'année, elle pourrait, grâce à son salaire, se payer tous les jours une chambre d'hôtel à 1 700 €. Alors, on fait le calcul Exactement. rapidement, mais bon, on arrive à 1 000 €, 1 200 € la nuit. Donc oui, elle pourrait se payer. Donc elle ment lorsqu'elle dit que personnellement, elle pourrait pas se payer ce type de chambre d'hôtel. Ensuite, moi, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Parce que quand elle dit qu'elle va au Festival de Cannes pour travailler, je comprends pas l'argument. Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux aller au Festival de Cannes avec l'argent de France 2 tout en ne travaillant pas? Non, en fait, elle justifie ses dépenses d'entreprise parce que ces 1 700 € sont comptabilisés comme des dépenses de travail, d'entreprise, et c'est pour ça. Mais elle peut comptabiliser des dépenses de travail tout en ne travaillant pas? C'est-à-dire qu'en fait, l'argument n'existe pas. Tu es parti au Festival de Cannes avec France Télévisions. Bah, bien sûr que c'est pour travailler. Je comprends pas. Écoute, Comment elle a elle besoin étudier, en fait? apparemment, elle a besoin de se justifier, tu sais? Mais donc, ça veut Et dire quoi?
Ça veut dire qu'elle utilise les frais d'entreprise parfois pour ne pas travailler. Et donc, ça relate le fait qu'il y ait beaucoup de personnes chez France Télévisions qui ont un chauffeur privé à 60 000 € l'année. Je ne sais pas si tu le sais, ça. J'en apprends tous les jours entre ça, entre les cocktails, etc. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, hein. Et donc, le Festival de Cannes, ce n'est pas une habitude de France Télévisions. Je ne sais pas si tu te rappelles le Grand Journal à Canal+. Ouais, je me souviens, ouais. Eh bien, le Grand Journal Canal+, qui est une société privée qui gagne de l'argent, qui avait un abonnement, etc., C'est vrai, ouais, qui ouais. n'est pas comparable à France Télévisions parce que eux, ils sont rentables vu qu'ils sont une société privée, ont été rachetés par Bolloré et Bolloré a mis fin au Festival de Cannes pour Canal+ parce que il s'est rendu compte que les dépenses étaient énormes. Et pourquoi est-ce que les dépenses étaient énormes? Parce que les journalistes de Canal+ imitent leurs voisins de France Télévisions et vice-versa. Donc, lorsqu'on nous fait croire que France Télévisions est privée, je ne crois pas, non. Parce que tu as les mêmes journalistes que dans les entreprises privées, tu as les mêmes amis, tu as la même organisation, le même écosystème, en fait, tu vois. Donc, il faut arrêter de croire que France Télévisions est une entreprise publique qui... Non, en fait, France Télévisions a le pire du privé sans avoir le meilleur du privé. C'est-à-dire, le meilleur du privé, c'est quoi? C'est la rentabilité. Tu n'es pas rentable, tu coupes. Tu ne travailles plus, tu vires, tu ne peux pas dépenser pour rien. Alors, en théorie, bien sûr, parce que quand on va plus loin, on sait très bien que Bolloré peut dépenser à perte pour endoctriner les gens, envoyer sa propagande, mais ça, c'est un autre sujet. Une entreprise privée, normalement, se doit d'être rentable. France Télévisions n'a pas besoin d'être rentable. Par contre, France Télévisions prend toutes les tares des entreprises privées. Ben écoute, pour illustrer exactement ce dont tu viens de parler, je vais te montrer une dernière vidéo sur le sujet et c'est Sarah Knafo qui en parle. Qui a une série d'objectifs, de neutralité, d'impartialité. Non, n'allons pas sur la Si, neutralité et la pourquoi partialité, parce que sur ce sujet, pour le coup, le service public n'a aucune leçon à donner. J'ai lu Madame Arnaud dans Le service Figaro public ce n'a matin. jamais Il disait été que- condamné pour des manquements à la neutralité ou à l'impartialité. Jamais. J'ai lu plusieurs décisions de l'Arcom qui vous rappelaient à l'ordre. Et là, ça n'était pas CNews qui le faisait, c'était l'Arcom qui le faisait. À l'ordre, il y a eu des excuses, il y a eu l'Arcom des qui a explications, il y a eu des rattrapages. Il y a eu des rattrapages, parfois même les rattrapages On a étaient beaucoup manqués. d'antennes, Exemple. Les mises en le garde qui ne sont pas des les sanctions. fameux sondages où vous trafiquez les échelles. Alors, on ne sait pas qui trafique Ça, les c'est une échelles. erreur, c'est pas J'ai du entendu, c'était une erreur quand vous l'avez. On ne trafique pas les échelles sur France Info. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Sarah L'erreur Knafo. a été. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais citer Monsieur Adjari, le président de l'Arcom, Allez-y. qui dit il est vrai que parfois sur France Info, il y a un manque de rigueur. Je le cite en commission d'enquête. Mais ça veut pas dire C'est lui qui c'est le dit. Alors ensuite, quand on prend cette question des sondages, vous sortez un deuxième sondage, le deuxième est trafiqué aussi. Au bout d'un moment, on se dit, il y a quand même un problème. Alors soit personne ne sait faire des échelles, vous n'avez pas de logiciel ici. Dans ce cas-là, ça fait quand même mal au cœur de payer avec nos impôts pour un tel manque de rigueur. Ou alors, ça a été fait à dessein et dans ce cas-là, Non, c'est Sarah scandaleux. Knafo. Et dans ce cas-là, L'erreur c'est est scandaleux. humaine et elle L'erreur est n'était humaine. pas malveillante L'erreur est et humaine. elle a été corrigée. Est-ce que c'est et une erreur humaine quand Monsieur Legrand dit on va s'occuper de Madame Dati? Est-ce que ça, l'erreur est humaine? Il ne travaille pas sur France Télévisions. Et d'abord, il a été. Thomas Legrand. Est-ce que c'est l'audiovisuel public? C'est très compliqué. Est-ce que c'est l'audiovisuel là, public? On ne peut pas ne pas aborder l'audiovisuel. Mais d'un autre côté, Il nous reste 20 secondes, on ne va pas faire le procès de Thomas Alors, Legrand. privatisons l'audiovisuel public, ça permettra d'économiser aux Français 4 milliards d'euros par an, de faire une belle vente, parce que je suis sûre que vous trouverez repreneur, mesdames, si vous flattez, de faire une belle vente, de gagner un impôt sur les sociétés, comme on l'a fait en 87 avec TF1, qui est devenu bénéficiaire très rapidement. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche mieux que le vôtre, qui dépasse France. On a entendu votre point. Qu'est-ce que tu penses de ça? Legrand dont elle parlait était à France Inter. Il a été liquidé pour protéger justement l'autre, la Cohen, je ne connais pas son prénom. Et donc en fait, France Inter, ça appartient à Radio France, ça appartient pas à France Télévisions, mais Radio France est une entreprise publique. Et donc là, ce que dit Sarah Knafo, c'est qu'elle leur rappelle qu'en fait, ne faites pas semblant que vous faites des erreurs. En interview, vous n'en faites pas des erreurs. Tu n'as jamais vu un journaliste. Alors, les journalistes ont pas de culture, ni culture politique, ni culture historique, sont des vrais teubés. Par contre, en soi, ils font pas vraiment d'erreur en interview. C'est-à-dire que dans les interviews, ils vont pas dire des choses qu'ils ne pensent pas, ils vont pas dire des choses qui vont avantager le politicien en face, etc. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne verraient pas le problème lorsque il y a des statistiques qui paraissent moins grandes ou plus grandes, que ça soit pour LFI ou pour le Rassemblement national, lorsqu'ils font Oui, tu te souviens de ça, hein? Comment? Tu te souviens justement de ce sondage qui avait été fait par... tu te souviens, ouais. C'était incroyable. Comment tu peux faire ça? Mais Non, mais ce qui est fou, c'est que
non seulement, si tu veux, il y a l'erreur qui est commise, mais il y a quelqu'un derrière pour le publier. Et puis pour le retirer après, exactement comme cette histoire des marchés de Noël nazis. Attends, c'est fait. Parce que, je veux dire, faire un reportage comme ça prend quand même du temps, ça demande des moyens. Tu le fais, tu le mets en ligne et puis tu le retires. Mais tu te dis, mais comment est dépensé l'argent? Comment est dépensé l'argent public? Et Regarde, puis on parle pas. juste avant que tu Comment? reprennes, je veux juste te montrer quelque chose de cocasse. Regarde, je suis désolé, je vais juste te montrer ça. Moi, j'aime bien le langage corporel. Est-ce que tu vois le langage corporel de ces femmes en fin de débat? Donc, tu as Knafo, ok, très bien, merci, au revoir. Celle du milieu qui est plutôt au centre, et tu as Nathalie Saint-Cric qui fait la même gueule que mon fils lorsque je veux pas lui donner du chocolat le vendredi soir à 9h du soir avant de se coucher. Mais c'est fou, c'est-à-dire que je sais pas si tu as écouté, donc, enfin, si tu as remarqué à quel point ces journalistes se sont braqués tout le long. Elles n'écoutent pas les arguments que on leur dise, que ce soit Knafo ou quelqu'un d'autre. Mais ils sont sur leur piédestal en disant non, on fait tout très bien. Non, on a personne ne nous a réprimandé. Non, on n'a aucune autocritique. Attends, je ne sais pas si elles se rendent compte. Elles sont payées avec l'argent des Français. Elles nous doivent quelque chose. Mais c'est un dû, c'est non. Et là, c'était exactement la même, comment dire, la même attitude avec Delphine Ernotte, qui était là. Non, mais moi, on est allé à Cannes, on a payé 1700, je vois pas où est le problème, blablabla. Mais c'est hallucinant, hallucinant. Si tu veux Ouais, commenter. je suis d'accord avec toi. Et puis, elles disent qu'elles font des erreurs, mais les musulmans antisémites, le marché de Noël, les statistiques, les journalistes de France Inter qui se font choper en train de dire qu'ils vont faire de la propagande anti-Rachida Dati, ça fait beaucoup à un moment sur une courte période de temps. Et donc, je pense que il y a quelque chose à faire. Maintenant, là où je pense que je suis pas d'accord avec toi, ou en tout cas où je mettrais de la nuance, c'est que quand toi tu dis que ces journalistes-là ont l'air de prendre conscience, en fait, n'ont pas l'air de prendre conscience, j'ai l'impression qu'elles ont l'air d'en prendre conscience, c'est-à-dire que physiquement, elles sont abattues, mais elles ne le sont pas d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, elles vont être... elles vont combattre. Aujourd'hui, on voit que la personne, lorsqu'elle donne un argument du style « on peut faire des erreurs », ça n'arrive pas d'habitude. D'habitude, elles ne se disent pas « on peut faire des erreurs ». Elles ne parlent même pas d'erreurs. Lorsque tu vois que physiquement, elles ont l'air abattues, etc., c'est, à mon avis, c'est qu'elles sont en train de comprendre, en quelque sorte, que le vent tourne. Mais moi, je serais un petit peu plus nuancé dans ça. Je pense qu'elles doivent faire croire que le vent tourne. En fait, tu sais, c'est cette expression qui dit « il faut que tout change pour que rien ne change vraiment ». C'est-à-dire que quand le peuple a compris qu'il y a une embrouille, eh ben on lui dit « c'est bon, vous inquiétez pas, on change les personnages. Hollande, Sarkozy, vous en avez marre, on les a trop vus, vous inquiétez pas, on vous met Emmanuel Macron, c'est un jeune, c'est nouveau, c'est le Mozart de la finance ». À la fin, est-ce que les choses ont vraiment changé? Non. Il a toujours les mêmes objectifs que les politiciens précédents. Et quand toi, tu parles du MPS, on est dans le même système avec Emmanuel Macron. Je vois pas la différence. Et ben, c'est pareil pour France Télévisions. Est-ce que tout va changer pour en fait mieux contrôler? Tu sais, c'est un peu comme Emmanuel Macron qui te dit il y a de la désinformation, on va mettre en place des labels. Oui, mais les labels, qui va les donner? Les labels des médias, c'est le gouvernement qui va les donner, ou c'est les membres de l'Arcom. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à aujourd'hui avec France Inter, France Télévisions qui font de la propagande? Pas grand-chose, je pense. Et en plus de ça, si tu le montes au niveau de l'Union européenne, parce que Macron te dit qu'il veut mettre des labels pour certifier quels médias désinforment ou non, en soi, à aucun moment, ils vont donner un label de désinformation à France Télévisions. Et en soi, à aucun moment, c'est Emmanuel Macron qui va décider. C'est l'Union européenne. Et l'Union européenne a des objectifs de propagande encore... c'est un niveau au-dessus, en fait, la propagande de l'Union européenne. Puis ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on a passé notre année, quand je dis on, c'est le gouvernement, à nous expliquer que les Français doivent payer plus d'impôts parce que les caisses de l'État sont vides. Vous comprenez, les riches prennent tout l'argent. Bref, c'est la faute de tout le monde, sauf de ces journalistes qui prennent des sommes
astronomiques pour leur métier. Encore une fois, la présidente de France Télévisions, c'est 322 000 € de salaire par an. Alors, je ne sais pas si c'est, j'espère que c'est brut, parce que, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit net, plus 78 000 € de primes de performance, donc 400 000 € sur l'année. France Info, donc le groupe France Info, ça a été en 2025, c'est sur leur site, 666 millions de subventions. Non, mais attends, tu as tout cet argent Je crois jeté que c'est pour... on est sur un budget annuel, je crois, de 2 milliards. Hein. Écoute, sur leur site, il y a écrit, j'ai vérifié ça la semaine dernière, 666 millions de subventions. Alors, ça, c'est les subventions qui touchent de l'État. Après, ils ont également des revenus comme, par exemple, Bolloré avec son groupe CNews, Canal, etc., où ils touchent tu sais, de l'argent, de la pub, etc. Mais en subvention, c'est 666 millions, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on nous dit à longueur de journée que l'État n'a plus d'argent, qu'il faut payer. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais peut-être que il faudrait se pencher un peu sur nos dépenses journalistiques et que on pourrait faire quelques économies. Je pense que ça serait peut-être plus efficace et plus honnête envers les Français que de leur dire que l'on va supprimer un jour férié ou, je sais pas, ne pas pouvoir les augmenter. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour taper toujours sur les mêmes. Walid, ce fut un plaisir de débattre avec toi. Ça a été un débat très gentil aujourd'hui. On a quand même été plutôt du même avis. Si ça se reproduit encore, je serais très mécontent parce que j'aime bien quand on se fight un peu, quand tu n'es pas d'accord avec moi. Il y a beaucoup plus à se dire. Mais en tout cas, c'est vrai que comment ne pas être outré par ces attitudes tout simplement scandaleuses. En tout cas, voilà, je te remercie beaucoup et Merci à je toi. te dis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Voilà. Et vous pouvez retrouver Walid sur sa chaîne Impacteur Actu. Le lien est dans la vidéo. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Salut.